premier vlog de l'année. Bonjour, bienvenue. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau temps des fêtes. Ici, présentement, on est le 29 décembre et à travers le Québec, il y a des conditions de météo un peu dramatiques. Là, nous, c'est juste de la pluie verglaçante pour l'instant. Ben, juste de la pluie verglaçante, c'est un peu ironique, là, dans le sens que c'est quand même extrême comme conditions climatiques, mais c'est encore doux. On va aller chercher une génératrice de l'eau et des provisions parce que je pense qu'on pourra pas beaucoup sortir dans les prochains jours. Moi, mes parents sont partis hier. J'ai eu de la famille en visite pour les derniers jours. Ça fait super longtemps que j'ai pas filmé ou vlogué, fait que ça fait vraiment drôle de prendre la caméra. J'ai eu le temps d'avancer plein de projets, fait que je vais vous mettre à jour tout de suite sur mes avancées artisanales. À commencer par cette couverture d'agenda que j'ai fait, je pense, le 26 décembre. J'avais envie d'un petit projet couture pour me détendre. Et Dieu seul sait à quel point la couture, ça ne me détend pas, jamais. Fait que ça a été vraiment sportif comme réalisation. Finalement, je suis vraiment contente du résultat, bien que les finitions soient catastrophique. Si vous avez écouté mes vlogmas, vous avez suivi, j'en ai cousu quelques-uns pendant Noël, puis j'arrêtais pas de me tromper dans les formats. Puis j'ai eu vraiment de la misère à couper droit, parce que c'était comme une drôle de journée, puis j'étais mal installée. Puis finalement, j'en ai comme essayé 4, puis ça marchait pas. Puis ça, c'était ma dernière tentative, puis j'avais l'impression que c'était vraiment trop petit. J'ai stressé au milieu, puis j'ai cousu trop près des bords. Et là, ça a fait que mes coutures, ils ont comme lâché à la fin, tu sais. Mais moi, je suis créative, là, fait que j'étais comme là, je veux pas recommencer, qu'est-ce que je fais? Et j'ai eu l'idée de venir tout solidifier mes coutures avec un blanket stitch tout le tour. Mais là, j'ai pas terminé de le faire. Donc, tout le tour de l'agenda, il y a un petit blanket stitch que j'ai fait avec une minuscule aiguille. Et j'ai tout piqué à la main parce que là, j'étais plus capable d'utiliser ma machine. J'étais en train de me rendre à l'évidence que ma machine à coudre est pas du tout optimisée. À date des années 70 ou 80, je pense. Puis je pense qu'elle va vraiment mal. Et il y a beaucoup de ce que j'attribue à mon manque de compétences en couture, qui je pense qui est dû au fait que la machine est juste pas du tout facile à travailler. Elle est tout le temps en train de se défiler, elle donne des coups. À chaque fois que je finis une couture, tout lâche. Fait qu'il y a comme une accumulation de facteurs qui rendent la tâche plus ardue qu'elle ne devrait l'être. Et je suis vraiment contente, finalement. Je suis super contente. Je le trouve full beau. C'est un tissu qui m'a été donné par mon amie Anne-Marie, qui a les meilleurs goûts du monde, puis qui me trouve toujours des petites affaires en friperie, genre des morceaux de tissu ou des trucs comme ça. Puis celui-là, il vient d'une collection un peu qu'elle m'avait ramené. Puis c'est full un beau coton de qualité. En tout cas, je capote sur le tissu. Ça me donne envie que l'année commence enfin. J'ai énormément avancé mon pull Lulu, qui est mon prochain patron de pull qui devrait sortir au courant de l'année. Je sais pas quand, comment, pourquoi, mais là, je suis rendue à travailler sur le panneau avant. Moi, je travaille à plat tout le temps, donc c'est super plate à montrer pendant le processus. Ça donne l'impression que du jour au lendemain, il y a un chandail qui sort de nulle part parce que tout le long que je tricote, c'est juste des morceaux comme ça qui ressemblent à rien. Là, les bords replient sur les côtés. Il y a l'air plus petit en largeur qu'il est vraiment grand. Là. Il va quasiment avoir l'effet du hoodie que je porte en ce moment. Fait que j'ai hâte de voir si ça va bien aller, s'il va être aussi beau que les deux autres que j'ai fait. Parce que là, je fais un test avec la Briggs & Little, qui est une laine assez différente de celle que j'ai utilisée, qui serait la laine comme officielle du patron. Je trippe pas sur le rendu. C'est pas ma laine préférée, vraiment pas. Particulièrement pas à travailler. Je pense que je vais aimer le produit fini, mais ça donne un truc très rustique, très... tu sais, c'est pas doux, c'est un peu sec, je trouve, dans tous les sens du terme. Je pense que ça va faire un chandail de jardinage un peu, tu sais, un chandail de jouer dehors, là, de campagne, là, tu sais. Ce qui est vraiment une fonction que j'apprécie dans ma garde-robe parce que j'irais pas nécessairement jardiner dans mon chandail qui est en Peace Fleece, tu sais, qui est la laine que j'ai utilisée pour mon autre échantillon. Je veux commencer ce livre-là qui a l'air vraiment bon. Je vais commencer ça tantôt. Je me dis qu'aujourd'hui, avec la pluie, le fait que c'est super sombre dehors, c'est comme une journée parfaite pour lire. C'est comme un essai de Soetsu Yanagi. Le livre s'appelle The Beauty of Everyday Things. Je vais vous traduire la 4e de couverture. Les objets qui emplissent notre vie de tous les jours sont nos compagnons constants. Ainsi, écrit le philosophe et folk craft pionnier, je sais pas comment traduire ça, Soetsu Yanagi, il devrait être fait avec attention et
pour durer dans le temps, traités avec respect et avec affection. Ils devraient être des choses de beauté. Inspirés par le travail de l'artisan Yanagi et de ses voyages à travers la Corée et le Japon, ces essais classiques sont un appel senti pour nous de... Excusez-moi, c'est la pire traduction on the spot. Ce sont des appels sentis d'approfondir nos relations avec les objets qui nous entourent. Donc, vous comprendrez, si vous me connaissez, que ça résonne énormément avec ma vision de la vie de l'objet, de l'artisanat. Fait que j'ai bien hâte de commencer ce petit essai. Ça fait longtemps que j'ai pas lu des essais. Puis j'ai reçu un autre livre. Ça, je sais pas si ça va vous intéresser autant que ça m'intéresse, qui s'appelle The Eye. C'est un gros bouquin avec une couverture rigide. Il est en anglais et c'est en fait des portraits de... Je sais pas comment traduire ce titre-là, de Creative Directors, qui est comme un métier qui m'intéresse énormément, dans le fond, qui est comme un métier un peu aléatoire, qui s'étudie pas. Mais ce sont des gens avec énormément de goût, de sensibilité. Souvent, ils vont travailler dans plein de domaines artistiques, puis c'est eux qui ont des espèces d'idées. C'est des gens qui ont des idées et de la DA en eux. Je sais pas comment dire. Fait que c'est comme une branche qui m'intéresse vraiment parce que je sais pas, je trouve ça fascinant de voir quel genre d'idées de créativité les gens ont. Puis moi, ça me motive aussi à comme développer ça chez moi, de comme comment placer les choses, comment aborder les choses, comment, tu sais, en publicité, pourquoi placer telle chose à côté de telle chose. En cinéma, c'est important. Je pense qu'en tricot, ça l'est aussi. Donc, ce livre-là, c'est des portraits de plein de creative directors, des directeurs créatifs, là, on va le traduire comme ça, qui ont comme un peu marqué l'histoire de ce métier-là. La seule chose, hier, je l'ai feuilleté, il n'y a pas vraiment de photos de leur pratique. Donc, c'est des photos d'eux. Je trouvais ça drôle, mais en même temps, j'imagine que c'est un choix qui a été fait très consciemment parce qu'on s'intéresse à leur vision. Ça crée comme l'envie d'aller voir qu'est-ce qu'ils font, j'imagine, quand tu lis sur la pratique de quelqu'un puis ton rapport à ça, mais tu n'as pas accès au visuel. Tu sais, c'est quand même intéressant.
J'ai beaucoup avancé ce livre hier. Je suis rendue à la page 47 sur 340. C'est divisé en petits essais. Je pense que l'auteur a dû publier à différents moments, là, puis ils ont comme ramené ensemble ces différents textes. J'ai lu le premier qui s'appelle « What is Folkcraft » et là, je suis en train de lire le deuxième qui est comme sur la beauté des objets quotidiens. À date, je trouve ça vraiment intéressant. Il faut dire que c'est... Bien sûr, c'est daté. Le premier essai date de 1933. Là, celui que je suis en train de lire, il date de 1926. Donc, c'est plein d'idées qui sont complètement désuètes aujourd'hui. C'est tout à fait normal. En plus, que j'aborde ce livre-là depuis une perspective occidentale, alors que c'est clairement ancré dans une tradition orientale que je ne maîtrise pas. Donc, il y a tout ça à prendre en compte dans ma lecture actuellement. Mais c'est vraiment intéressant parce que on retrouve des idées qui me semblent tellement modernes, qui cohabitent avec ces trucs un peu datés, je vais y revenir. Notamment tout le rapport à la machine. T'sais, on est au début de l'industrialisation dans ces années-là, et déjà, je pense que c'était sûrement pas le seul à s'inquiéter de la place que la production industrielle allait prendre dans notre rapport au craft, à l'artisanat, donc au fait main, au savoir de la matière, etc. Puis je pense qu'en tricot, on souffre encore de cette période-là, si on veut, où on annonce sans gêne constamment la fin de l'artisanat, la fin des artisans, et je suis sûre que vous allez savoir de quoi je parle. Les gens sont étonnés qu'il y ait encore des gens qui tricotent, puis je pense que c'est valide pour toutes les formes d'artisanat. Donc, on a l'impression que c'est quelque chose qui est mort, qui est du passé, qui est fini, alors que de tout temps, de toute période, de toutes époques, il y a eu des groupes de personnes vraiment nombreuses qui reprennent le flambeau, puis on va continuer de le transmettre, ce flambeau-là. Sauf qu'il y a comme une espèce de tabou autour du fait que ça existe encore, puis on fait comme si c'était mort. Puis je me souviens quand je suis allée à la télévision pour On va se le dire, la première question qu'on m'a posée, c'est « Ah, cet effet de mode du tricot, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça que le tricot est revenu à la mode ou comment ça se fait que les gens ont recommencé à tricoter? » Cet extrait-là, il a été publié sur Instagram, puis tous les commentaires, non pas tout, mais une majorité des commentaires soulevaient justement le fait que c'était absurde de continuellement insister sur le fait que c'était un retour à la mode du tricot, alors que il y a pas moins ou plus de gens qui tricotent, il y a juste énormément de gens qui s'y intéressent depuis toujours, puis ça va pas changer. Fait que ça, je trouvais ça intéressant de le lire, puis de lire les premières inquiétudes à propos de ça dans un texte qui date d'aussi longtemps. L'auteur arrête pas d'insister aussi sur la laideur qui est en train de dominer. On est en train de perdre notre sens de la beauté. Et pour lui, la beauté a une définition extrêmement précise. Elle se situe dans cette marge entre l'utilitaire et l'intention. Donc, je dirais ça comme ça. Donc, l'intention qui serait naturelle, il y a cette obsession. C'est là où ça commence un peu à être daté. Pour ce qui serait un good artisan, donc le bon artisan, l'artisan parfait, ce qui sous-entend une pureté. Et c'est là où moi, j'ai des bémols, évidemment, parce qu'il y a vraiment cette conception qui est liée clairement à un contexte religieux, spirituel, où il y aurait une bonne manière de faire de l'artisanat, il y aurait une bonne manière de travailler, il y aurait une bonne manière pour un objet d'exister. C'est intéressant, on tasse pas tout ça du revers de la main, mais j'ai énormément de nuances parce que il sous-entend que les artisans auraient besoin d'un leader, d'un guide, d'un artiste pour guider leur goût, parce qu'on peut pas s'en remettre au goût des artisans. Donc, il y a comme ces idées-là qui sont complètement dépassées selon moi. Et pour lui, le bon artisan ne recherche aucunement la reconnaissance, donc n'a pas le besoin de signer son œuvre. Il serait donc un canal de la nature, un objet naturel par lequel la nature, justement, qui est entendue ici comme une espèce de force divine, pourrait s'exprimer. Et ça, c'est une idée qui est extrêmement datée, qu'on avait d'ailleurs dans le romantisme en peinture, avec cette idée du génie créateur, donc du peintre qui serait tellement artiste que la nature s'exprimerait à travers lui. Et la nature, ici, prend un peu le sens de Dieu, finalement, donc dans une perspective qui est complètement religieuse. Break down all the lights, let me hold you close. I'm
full of loose ends, will you be my rope? Waited my whole life, and now I know. My love won't budge. My love won't fade after the preview. We only get one life. I won't live mine without you. Calm or stormy, I'll stay solid when you're distant. I'll keep falling. My love will follow through. I thought I was done, but you never are. There's always a chant and a beating heart. I'll give you my best, I think that's a start. My love won't budge. My love won't fade after the preview. We only get one life. I won't live mine without you. Calm or stormy, I'll stay solid when you're distant. I'll keep falling. Je vais vous montrer ce que j'ai pris hier à la friperie. C'était vraiment intense. À chaque fois que je vais à la friperie, sur des journées de congé comme général, là, comme là, c'est les vacances de Noël, fait qu'il y a plus de gens en congé, il y a plus de monde partout. Puis c'est toujours l'enfer, particulièrement dans les endroits comme les centres d'achat, puis les places de même. On était censé aller dans comme 4-5 friperies, finalement on est allé à une, puis j'étais comme, on retourne en maison. En plus, hier, il faisait tellement froid dehors. J'étais à Trois-Rivières, puis il y a l'eau proche, fait que c'est pire. Les vents étaient l'enfer. C'est comme, tu sais, un vent humide qui glace le sang, là. On voulait juste être auprès du poêle à bois à la maison. J'ai trouvé plein de petites babioles, notamment cet ensemble soucoupe et tasse que j'ai trouvé vraiment intéressant parce que c'est comme une forme qu'on voit pas souvent. Vous voyez, c'est quand même assez gros. Et je suis tombée en amour avec le motif embossé, comme on voit pas ça souvent. Puis en faisant des recherches, j'ai découvert qu'il existe des versions avec l'embossement bleu ou le contraire, donc la vaisselle bleue avec l'embossement blanc. C'est tellement beau. C'est vaisselle de la reine là, embossée comme ça. Ça m'a séduit. Puis c'est surtout, en fait, la forme là, que j'aimais beaucoup. Le fait qu'il y a 2 poignées aussi, c'est super original. J'ai pris 4 petits gobelets comme ça à thé dans un coloris bleu que je trouvais vraiment beau. C'est, je pense, qu'ils sont chinois. Pour boire le thé, là, ils sont trop mignons. J'en ai pris 4, 2 verres comme ça. J'en ai des verres comme ça, orange, avec des étoiles oranges. Puis j'en ai juste 2. Fait que je pense que... Oh my God, je vais essayer de pas les casser aujourd'hui. Je pense que avoir comme des trucs un peu liés, ça peut compenser pour le fait que j'ai pas 4 verres pareils ou 6 verres pareils. Ensuite, j'ai pris des mitaines tricotées à la main. Honnêtement, la raison principale, c'est que j'avais oublié les miennes, puis j'étais tellement gelée, comme je vous disais, que je voulais garder mes mains au chaud. Elles sont vraiment belles. Le rouge est parfait avec la petite ligne verte. D'après moi, c'est en acrylique. Puis il était 2$. Puis j'ai la flemme de m'en faire. C'est parfait. J'ai trouvé un béret bleu royal en laine, comme ça, de la
du designer Simon Chang. Et on le voit beaucoup en friperie, Simon. Je l'aime beaucoup, particulièrement les trucs vintage. Les trucs neufs, pas trop, là, mais les vieilles étiquettes, dans le temps que c'était fait au Canada, les pièces sont vraiment belles. Fait qu'un beau béret avec cette touche un peu kitsch dorée, là, j'aime trop. J'ai trouvé cette jupe-là. Le tissu est incroyable. C'est une jupe plissée, puis il y a ce petit détail de chaînette or devant. Au début, j'étais pas sûre, puis finalement, j'étais comme non, je pense que c'est vraiment le fun. Ça va être trop plaisant à styler. Cette chemise Ralph Lauren vintage dans un beau jaune beurre qui ne me va pas une seconde, mais je m'en fiche. Ça, c'est sur ma liste là, en général, là, des chemises Ralph Lauren vintage. J'aimerais en trouver une bleue. Celle-là elle est pas en parfait état, il y a un petit accroc au col que je vais essayer de repriser, mais sinon, ça me dérange pas trop. Ça va être surtout pour porter à la maison. Ils ont le meilleur fit. Les chemises vintage Ralph Lauren, ils font trop bien. Bon, 2026 est officiellement arrivé, alors je vous souhaite une belle année. Aujourd'hui, on est le 2 janvier. Hier, j'ai pas filmé, je me suis réveillée et je sais pas, je me sentais vraiment pas bien. Puis là, j'étais comme, bon, ça commence bien l'année. Je vous souhaite de la santé, de la créativité et de l'audace cette année. Fait que merci d'être là, merci de me suivre, je vous le dirai jamais assez. On va mentionner l'éléphant dans la pièce qui est Lulu, que j'ai terminé le soir du 31 décembre. Je pense qu'il y a une vidéo, peut-être un vlogmas, dans lequel je disais que j'allais être capable de le finir pour le nouvel an. Et j'ai réussi, je suis très contente. Je me suis pas mis de pression. Je l'ai terminé, en fait, pile avant d'aller me coucher au changement d'année. Fait que c'est vraiment excitant de commencer l'année avec rien sur les aiguilles et ce chandail dans ma garde-robe. Je peux officiellement affirmer que j'ai jamais rien tricoté d'aussi... qui me plaît autant, qui correspond autant à la vision que j'avais. Puis c'est drôle parce que c'est un chandail qui est extrêmement simple. Il y a plein de patrons qui lui ressemblent, j'en suis vraiment consciente, mais en même temps,
il y a comme quelque chose dans la coupe puis dans les proportions que je trouve que j'ai vraiment bien maîtrisé. Fait que ça me rend vraiment, vraiment, vraiment heureuse d'avoir un chandail que je sais que je vais porter tout le temps. Je l'aurais acheté au magasin, ce chandail-là. Fait que je suis vraiment très, très, très heureuse. Là, l'appel au test est parti pour les membres de ma chaîne. Donc, c'est quelque chose que je vais faire maintenant. Les gens qui sont membres de ma chaîne vont avoir toujours priorité sur mes testnits. Puis après ça, je vais aller combler si j'ai besoin. Mais honnêtement, pour le Lulu, là, j'ai eu tellement de réponses que j'aurais pas besoin de sortir du réseau de mes membres, ce qui est vraiment le fun. Le test va se dérouler sur Discord. Et si vous êtes membre de ma chaîne, vous avez automatiquement accès au testnit. Le but, c'est vraiment de vous donner un avantage supplémentaire pour les gens qui me suivent. Si vous voulez vous joindre pendant mettons dans la fenêtre des 4 prochains jours, là, je vais laisser l'appel ouvert, vous pourrez, puis après ça, je vais l'enlever. Être membre de ma chaîne, ça apporte des vidéos supplémentaires par mois. Ça dépend, des fois, j'en fais genre 5 de plus, puis des fois, j'en fais 1. Il y a aussi un salon sur mon Discord qui est réservé aux membres de ma chaîne, sur lequel on parle de plein de niaiseries, là, mais c'est le fun d'avoir comme des petits endroits comme ça. Le chandail est tricoté avec celui-là avec de la Briggs & Little. Honnêtement, je l'ai dit 1000 fois, je l'ai dit même dans ce vlog-là, je pense, mais c'est pas ma laine préférée. C'est une laine qui est très, très, très rustique, là. Elle est pas douce, je vous ferai pas de menterie, là. Elle est un peu rêche, elle est un peu comme désagréable. Mais elle se porte bien, elle n'est pas désagréable à porter. Moi, je suis vraiment sensible, puis là, je le porte, j'ai rien en dessous, puis je le supporte. Faut dire qu'aujourd'hui, il fait comme moins 30 000, là, mais je la supporte vraiment bien. D'autant plus qu'il n'est pas encore bloqué. Donc, avec le blocage, normalement, le savon à la lanoline va venir un peu réhydrater la fibre, puis ça va lui donner quand même un petit aspect un peu plus... bon, le chandail, il est tricoté, vous l'avez vu, vous l'avez suivi, là, mais sinon, je vous le dis quand même, il est tricoté en panneau, donc il est tricoté à plat. Ce n'est pas un chandail qui est tricoté en rond. Même le col est tricoté à plat. Le col se porte comme ça, ou vous pouvez le rouler comme ça, pour un petit col roulé. Moi, j'aime bien l'idée du col comme montant de même, parce que quand on a un gros manteau par-dessus, ça permet d'avoir le cou protégé, ce qui est très important. Fait que ça me plaît pour ça, ça garde au chaud. Il y a une aisance de genre 25 pouces, je crois, là. Comme il y a une grande aisance, mais c'était l'idée du chandail. Je veux vraiment travailler le oversize dans mes patrons, puis là, je trouve que je suis vraiment arrivée à un parfait ratio, notamment aussi, surtout avec la longueur. Si vous avez suivi, quand j'ai tricoté le Lulu en brun chocolat, à la fin, j'étais contente, mais il y avait des petits défauts, là. Je l'aime beaucoup, je le porte tout le temps, mais il y a quand même des petits défauts que celui-là n'a pas, comme le col qui est plus profond, alors que sur le Lulu chocolat, le col, il est comme ici, il est plus petit. Et l'autre chose, c'est la longueur. Le Lulu, j'ai manqué de laine pour le faire aussi long que je voulais. Fait que ça donne un effet plus crop. Puis moi, je trouve que les chandails crop, là, je trouve que c'est fini. Pour moi, en tout cas, là, j'ai vraiment eu une phase où je faisais toute crop. Puis là, je suis vraiment dans un autre rapport à la mode et à mon style. Puis j'ai envie d'avoir des chandails qui sont longs, qui sont grands, amples. Puis je trouve que ça équilibre plus. Il y a aussi que je suis vraiment grande. Fait que je pense que je trouve que ça fait beau, en fait, des chandails longs avec des longues jupes, là, puis comme plein de layers comme ça de vêtements, j'adore. Et là, j'ai aussi commencé une version junior. Hier, là, je sais plus avec qui je parlais, je pense que je parlais avec Étincelle. Puis là, ça a comme fait germer en moi l'idée d'adapter le patron pour les enfants. Ça fait longtemps que je veux faire des patrons pour enfants. Je me le fais beaucoup demander aussi parce que je pense que j'ai un style qui se prête bien à la mode pour enfants. Et là, je me suis dit, crime, ce patron-là, il n'est pas compliqué. C'est vraiment extrêmement simple dans la construction et tout. Je pense que ce sera un bon premier projet à adapter pour enfants. Fait que j'ai commencé hier, j'ai tricoté un panneau arrière, ce qui serait une taille, ça va être comme une taille 3-4 ans, je crois, là. Je vais tricoter, j'ai tout calculé, puis après ça, je vais ajuster quel âge là, ça peut faire. Je suis vraiment excitée à l'idée de voir des petits-enfants
en vêtements scolaires. Je veux tout adapter, mes patrons, les bonnets, les chandails et tout. Fait que ça va être quelque chose qui va être prioritaire cette année aussi, là. Là, j'ai les aiguilles vides, à part le petit Lulu Junior, là. J'ai rien sur mes aiguilles. Alex, tantôt, m'a demandé de lui tricoter une tuque, ce que je crois que je vais faire. Je vais sûrement monter une tuque ça tantôt. Là, j'ai amené plein de laine, parce que, en fait, je ne sais pas quel patron faire. Je veux lui faire une tuque chaude là, pour quand il travaille dehors. Ces temps-ci, il est en train de refaire nos comptoirs, puis là, il est tout le temps comme dans son atelier. Puis là, comme je vous disais tantôt, comme je vous disais, il fait super froid aujourd'hui. Et là, tantôt, il s'en allait à son atelier travailler avec le cou tout ouvert. Pas de tuque, pas de mitaine, pas de capuchon. Puis j'étais comme là, t'as-tu peur de pas attraper la grippe? Je comprends pas, là. Puis là, il m'a dit « Ah, mais là, j'ai pas de tuque, blablabla. » Puis là, j'ai dit « Ben oui, t'as des tuques. » Puis là, j'ai tout sorti ces tuques que j'ai tricotées. Et vous devinerez pas ce qu'il m'a dit. Il m'a dit « Oui, elles sont belles, mais c'est pas dans mes couleurs. » J'étais comme « Bon. » Il a bien écouté mes leçons sur la colorimétrie. J'ai dit, t'as raison. Fait que là, je vais y en faire une. Je pensais à la Oslo, là, je sais pas, on dirait qu'il n'existe pas d'autres patrons de tuques que j'aime, tu sais, qui se portent comme bien là, au quotidien, puis qui... Oh, j'aimerais ça trouver la tuque de mes rêves, mais on dirait que ça se passe pas. Ah, ben, en fait, la vidéo sort demain, fait que vous allez avoir le temps de me donner des suggestions de patrons. Si vous voulez me mettre ça dans les commentaires. Je vais attendre, en fait. Je vais attendre vos suggestions avant de me lancer. Des trucs qui vont bien tomber, qui sont comme... qui se tiennent bien, là. Puis qui n'ont pas trop de fantaisie. Moi, j'aime pas ça, le côté baroque, là. J'aime pas les détails trop, là. J'aime quand c'est droit au but. Premier degré. Fait que si vous avez des idées, vous me direz. Je vais vous montrer les laines que j'ai sorties, là, potentiellement pour la faire. Il y a ça ici. Laine vintage que j'avais trouvée cet été à la friperie. Qui est comme un petit single ply très canadien, là. Comme des bases qu'il y a encore aujourd'hui, ça, là. Donc, la mieux. Ça, c'est un magnifique vert forêt. Ça, je pense que ça pourrait être vraiment beau. Ah, puis pas la Musselburgh. J'aime pas cette tuque. Je sais que vous allez me la recommander, je veux pas. Sinon, j'ai 4 balles de ça, la Tvini de Isaguerre. Aussi dans un genre de parfait vert. Ça, c'est une... gentille abonnée qui m'avait donné de la laine. Il y avait ça là-dedans. Trop beau. Puis je me dis qu'il y a peut-être doublé ou tenu avec un mohair, ça ferait vraiment une belle tuque. Ça. J'ai du mohair vert comme ça que je pourrais marier. C'est le mohair Pearl de Majo Garn. Dans un vert clair là, qui pourrait vraiment bien aller avec ça ou même avec ça. Un autre choix, c'est ça ici. Ça, vous voyez comme ça, c'est les brebis du beau rivage. Ça fait full longtemps que j'ai ça. Avant, je tricotais des vêtements pour elle, puis elle me payait comme en laine. Et ça, c'était un écheveau que j'avais eu suite à une commande que j'avais tricotée pour elle. Finalement, je ne l'ai jamais tricoté. C'est ça, mais ça pourrait fonctionner pour une tuque, là, justement, avec le mohair, ça pourrait être beau. Fait que si vous avez des idées de patrons qui se tricotent comme en 3.25, 3.5 mm, dites-moi ça. Je vais monter ça bientôt. Et sinon, évidemment, j'ai vraiment envie de monter un autre Lulu. Vous me connaissez, je tricote à peu près 20 samples de tous mes patrons. Surtout que là, c'est le chandail parfait. J'en veux absolument un autre. Alex en veut un aussi. Je vais vous mettre une photo. Il l'a essayé, ça y fait comme un gant. Fait que là, j'ai 2 quantités de chandail de la même laine que ça. J'ai du violet en Briggs & Little, qui est vraiment beau, qui a comme du bleu dedans. Peut-être je vais monter ça. Ou sinon, mon rêve, c'est d'avoir ce chandail-là en gris foncé. Ça fait super longtemps que je veux un gros pull gris. Fait que je pense que ça pourrait être ça aussi que je monte cet après-midi. Celle-là, c'est la Toffee. La rouge, ça, c'est la Héritage, donc c'est la base qui n'a pas de nylon dedans, donc c'est 100% laine, alors que la Toffee ici a du nylon. Quand je suis allée chercher ma laine, il n'y avait pas de gris sans nylon dedans. Mais honnêtement, ça change pas grand-chose. J'ai oublié de vous dire concernant le Lulu qu'une autre chose que j'ai faite pour assurer des finitions vraiment professionnelles et propres, c'est que j'ai changé uniquement des chevaux en début de rang à chaque fois.
Ça fait que j'ai pu cacher tous les fils dans les coutures de mon chandail. Donc, si on regarde l'intérieur du Lulu, on peut pas identifier aucun début ou fin des chevaux. Il y a eu aucun fil à rentrer ou aucun fil qui a créé des trous finalement parce que j'ai pu cacher tous les fils dans l'espèce de masse qui est créée par les coutures. Sinon, je sais pas si vous êtes comme moi, mais depuis Noël, je vis l'angoisse des restants. Et là, ça fait comme depuis 4-5 jours, depuis en fait que ma famille est partie, que j'essaie de vider le stock dans mon frigo parce que s'il y a une chose que je déteste, et je vous en ai parlé à d'autres reprises, c'est d'avoir plein de nourriture qui s'accumule dans mon frigo. Je déteste ça. C'est le côté de la ville qui me manque parce que quand j'habitais en ville, j'arrêtais toujours à l'épicerie. J'y allais presque tous les jours me chercher des légumes et des fruits frais sur le chemin. Maintenant, c'est plus difficile parce qu'évidemment, l'épicerie est comme vraiment loin. Et là, comme on essaie de passer des restants, ça fait 3-4 jours que je mange vraiment n'importe quoi comme repas. Bon, enfin, ça fait... Depuis ce matin, en fait, que je l'attends. Je l'ai pas dit. Enfin, aux environs de Noël, à peu près, j'ai décidé de me procurer un chandail Baba. Ça fait tellement longtemps que je vous en parle. Ça fait tellement longtemps que j'en veux un. Ça fait longtemps que je veux le filer contre mes doigts, que je veux comme comprendre le hype. Est-ce que c'est à la hauteur de mes attentes? Je me suis aussi dit que j'allais créer du contenu avec parce que je veux vous faire une vidéo comparatif de c'est quoi Baba versus un chandail tricoté, mes impressions sur la laine en tant que tricoteuse. Je me suis dit, là, fin décembre, que le temps était venu de me procurer un Baba. J'en ai déjà un en coton, mais j'ai jamais vu, touché ou pu observer de près les chandails Baba en laine. Donc, je suis extrêmement excitée, en même temps extrêmement nerveuse de le découvrir avec vous. J'ai pas ouvert le sac. Honnêtement, mon cœur bat vite parce qu'on dirait que j'ai peur de pas l'aimer. J'ai peur qu'il soit pas aussi beau que dans mes pensées. J'ai peur qu'il soit trop petit, qu'il soit pas comme aussi impressionnant que sur les modèles. Mais tout ça fait partie de pourquoi j'en ai commandé un aussi, pour pouvoir un peu apporter cette perspective-là de personne qui fait des vêtements et qui peut comme analyser ces vêtements-là dans une perspective. Donc, je vais pas entrer dans les gros détails là, dans ce vlog-là parce que mon but, c'est vraiment de faire une vidéo qui va être réservée uniquement à toute l'expérience Baba. Je vais vous dire tout comment ça m'a coûté, les douanes, combien de temps ça a pris. Pour répondre à la grande question, est-ce que ça vaut la peine de dépenser ce montant-là pour un chandail Baba? OK, là, on va l'ouvrir ensemble. Je me sens pas bien! Oh! Oh! OK. J'ai pris le modèle, le Jumper 17 avec le harlequin brun et vert. J'en voulais un que j'allais pas tricoter. Dans le sens que ce motif-là, ça me tentera pas de faire ça me tentera pas. Fait que j'ai commandé un modèle que j'allais pas me tricoter. Bref, tout ça pour dire. Parce que, tu sais, les unis sont vraiment beaux, mais le Lulu, le but, c'est de duper un peu ce modèle-là. Donc, je vais pouvoir m'en faire des unis. Honnêtement, oh mon Dieu! Je vais pas trop vous en révéler sur la laine, mais je suis un peu étonnée. Je pensais pas que c'était ça. Une petite déception. Mais on va s'en reparler dans la vidéo qui va être réservée à ça. Je vais aller l'enfiler, puis je vous parle de mes impressions. Voici la bête. OK. Là, c'est vraiment difficile pour moi de ne pas vous faire un roman sur le chandail. Je me sens bizarre. C'est tellement drôle. Je suis vraiment contente. Je veux full le porter. J'ai des réserves sur la fibre, mais tout de suite, je peux vous dire que ça va être très chaud. Et c'est vraiment pas comme je m'étais imaginé au niveau de la tenue du chandail.
Par contre, au niveau de la taille, vous voyez, là, il est sublime, les grandes manches, le col, je vais full le porter. J'ai hâte de l'observer là, en profondeur. Je vais vous faire comme une grande analyse dans la vidéo. J'étais censée le recevoir le 31. Et finalement, il a été décalé jusqu'à aujourd'hui. Ça fait que le vlog s'est vraiment comme éternisé jusqu'à vendredi. Vous allez voir ça demain. Oh my God! Fait que voilà, on va se revenir sur le bavage. Je vais faire une vidéo qui va plus en détail sur tout le chandail de sa personne. En attendant, ben nous, on va se reparler bientôt. Fait que bye!